20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Première partie. Chapitre 13. Quelques chiffres. Un instant après, nous étions assis sur un divan du salon, le cigare aux lèvres. Le capitaine mit sous mes yeux une épure qui donnait les plans, coupe et élévation du Nautilus. Puis il commença sa description. Le capitaine Nemo parlait avec une éloquence entraînante. Le feu de son regard, la passion de son geste, le transfiguraient. Oui, il aimait son navire comme un père aime son enfant. Mais une question, indiscrète peut-être, se posait naturellement et je ne pus me retenir de la lui faire. Vous êtes donc ingénieur, capitaine Nemo? Oui, monsieur le professeur. J'ai étudié à Londres, à Paris, à New York, du temps que j'étais un habitant des continents de la Terre. Mais comment avez-vous pu construire en secret cet admirable Nautilus? Chacun de ces morceaux, monsieur Aronnax, m'est arrivé d'un point différent du globe et sous une destination déguisée. Sa quille a été forgée au Creusot, son arbre d'hélice chez Pen & Co. de Londres, les plaques de tôle de sa coque chez Laird de Liverpool, sa machine par Krupp en Prusse, son éperon dans les ateliers de Motala en Suède, ses instruments de précision chez Hart Frères de New York, etc. Et chacun de ces fournisseurs a reçu mes plans sous des noms divers. Mais ces morceaux ainsi fabriqués, il a fallu les monter, les ajuster. Monsieur le professeur, j'avais établi mes ateliers sur un îlot désert, en plein océan. Là, mes ouvriers, c'est-à-dire mes braves compagnons que j'ai instruits et formés, et moi, nous avons achevé notre Nautilus. Puis, l'opération terminée, le feu a détruit toute trace de notre passage sur cet îlot que j'aurais fait sauter si je l'avais pu. Alors il m'est permis de croire que le prix de revient de ce bâtiment est excessif. Monsieur Aronnax, un navire en fer coûte 1125 francs par tonneau. Or, le Nautilus en jauge 1500. Il revient donc à 687 000 francs, soit 2 millions, y compris son aménagement, soit 4 ou 5 millions avec les œuvres d'art et les collections qu'il renferme. Une dernière question, capitaine Nemo. Faites, monsieur le professeur. Vous êtes donc riche? Riche à l'infini, monsieur. Et je pourrais, sans me gêner, payer les 10 milliards de dettes de la France. Je regardais fixement le bizarre personnage qui me parlait ainsi. Abusait-il de ma crédulité? L'avenir devait me l'apprendre. Chapitre 14. Le fleuve noir. Monsieur le professeur, nous allons, si vous le voulez bien, relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage. Il est 12:15. Je vais remonter à la surface des eaux. Le capitaine pressa 3 fois un timbre électrique. Les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs. L'aiguille du manomètre marqua par les différentes pressions le mouvement ascensionnel du Nautilus, puis elle s'arrêta. Nous sommes arrivés. Je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme. Je gravis les marches de métal et, par les panneaux ouverts, j'arrivai sur la partie supérieure du Nautilus. La plateforme émergeait de 80 cm seulement. L'avant et l'arrière du Nautilus présentaient cette disposition fusiforme qui le faisait justement comparer à un long cigare. Je remarquai que ces plaques de tôle, imbriquées légèrement, ressemblaient aux écailles qui revêtent le corps des grands reptiles terrestres. Je m'expliquai donc très naturellement que malgré les meilleures lunettes, ce bateau eût toujours été pris pour un animal marin. Vers le milieu de la plateforme, le canot, à demi engagé dans la coque du navire, formait une légère extumescence. En avant et en arrière s'élevaient 2 cages de hauteur médiocre, à parois inclinées et en partie fermées par d'épais verres lenticulaires.
L'une destinée au timonier qui dirigeait le Nautilus, l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route. La mer était magnifique, le ciel pur. À peine si le long véhicule ressentait les larges ondulations de l'océan. Une légère brise de l'est ridait la surface des eaux. L'horizon, dégagé de brume, se prêtait aux meilleures observations. Nous n'avions rien en vue, pas un écueil, pas un îlot. Plus d'Abraham Lincoln. L'immensité déserte. Le capitaine Nemo, muni de son sextant, prit la hauteur du soleil qui devait lui donner sa latitude. Il attendit pendant quelques minutes que l'astre vînt affleurer le bord de l'horizon. Tandis qu'il observait, pas un de ses muscles ne tressaillait et l'instrument n'eût pas été plus immobile dans une main de marbre. Midi. Monsieur le professeur, quand vous voudrez. Je jetai un dernier regard sur cette mer un peu jaunâtre des atterrages japonais et je redescendis au grand salon. Là, le capitaine fit son point et calcula chronométriquement sa longitude qu'il contrôla par de précédentes observations d'angle horaire. Puis il me dit « Monsieur Aronnax, nous sommes par 137 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest. » De quel méridien ? Monsieur, j'ai divers chronomètres réglés sur les méridiens de Paris, de Greenwich et de Washington. Mais en votre honneur, je me servirai de celui de Paris. Cette réponse ne m'apprenait rien. Je m'inclinai et le commandant reprit. 37 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Paris et par 30 degrés et 7 minutes de latitude nord, c'est-à-dire à 300 milles environ des côtes du Japon. C'est aujourd'hui 8 novembre à midi que commence notre voyage d'exploration sous les eaux. Dieu nous garde. Et maintenant, monsieur le professeur, je vous laisse à vos études. J'ai donné la route à l'est-nord-est par 50 mètres de profondeur. Voici des cartes à grands points où vous pourrez la suivre. Le salon est à votre disposition et je vous demande la permission de me retirer. Le capitaine Nemo me salua. Je restai seul, absorbé dans mes pensées. Toutes se portaient sur ce commandant du Nautilus. Saurais-je jamais à quelle nation appartenait cet homme étrange qui se vantait de n'appartenir à aucune ? Cette haine qu'il avait vouée à l'humanité, cette haine qui cherchait peut-être des vengeances terribles, qui l'avait provoquée ? Était-il un de ces savants méconnus ? Un de ces génies auxquels on a fait du chagrin, suivant l'expression de Conseil ? Un Galilée moderne ? Ou bien un de ces hommes de science comme l'américain Maury, dont la carrière a été brisée par des révolutions politiques ? Je ne pouvais encore le dire. Moi que le hasard venait de jeter à son bord, moi dont il tenait la vie entre les mains, il m'accueillait froidement, mais hospitalièrement. Seulement, il n'avait jamais pris la main que je lui tendais. Il ne m'avait jamais tendu la sienne. Une heure entière, je demeurais plongé dans ces réflexions, cherchant à percer ce mystère si intéressant pour moi. Puis mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table, et je plaçai le doigt sur le point même où se croisaient la longitude et la latitude observées. Ned Land et Conseil apparurent à la porte du salon. Où sommes-nous ? Où sommes-nous, au Muséum de Québec ? S'il plaît à monsieur, ce serait plutôt à l'hôtel du Sommerard. Mes amis, vous n'êtes ni au Canada ni en France, mais bien à bord du Nautilus, et à 50 mètres au-dessous du niveau de la mer. Faut croire monsieur, puisque monsieur l'affirme. Mais franchement, ce salon est fait pour étonner même un flamand comme moi. Étonne-toi, mon ami, et regarde, car pour un classificateur de ta force, il y a de quoi travailler ici. Je n'avais pas besoin d'encourager Conseil. Le brave garçon, penché sur les vitrines, murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes. Classe des gastéropodes, famille des buccinoïdes, genre des porcelaines, espèce des cyproea, etc., etc. Pendant ce temps, Ned Land, assez peu conchyliologue, m'interrogeait sur mon entrevue avec le capitaine Nemo. Avais-je découvert qui il était, d'où il venait, où il allait, vers quelle profondeur il nous entraînait ? Enfin, 1000 questions
auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. Je lui appris tout ce que je savais, ou plutôt tout ce que je ne savais pas, et je lui demandai ce qu'il avait entendu ou vu de son côté. Rien vu, rien entendu. Je n'ai pas même aperçu l'équipage de ce bateau. Est-ce que par hasard, il serait électrique aussi, lui ? Électrique ? Par ma foi, on serait tenté de le croire. Mais vous, monsieur Aronnax, vous ne pouvez me dire combien d'hommes il y a à bord ? 10, 20, 50, 100 ? Je ne saurais vous répondre, maître Land. D'ailleurs, croyez-moi, abandonnez pour le moment cette idée de vous emparer du Nautilus ou de le fuir. Ce bateau est un des chefs-d'œuvre de l'industrie moderne, et je regretterais de ne pas l'avoir vu. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite, ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles. Ainsi, tenez-vous tranquille et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous. Voir ? Mais on ne voit rien, on ne verra rien de cette prison de tôle. Nous marchons, nous naviguons en aveugle. Ned Land prononçait ces derniers mots quand l'obscurité se fit subitement, mais une obscurité absolue. Le plafond lumineux s'éteignit, et si rapidement que mes yeux en éprouvèrent une impression douloureuse, analogue à celle que produit le passage contraire des profondes ténèbres à la plus éclatante lumière. Nous étions restés muets, ne remuant pas, ne sachant quelle surprise, agréable ou désagréable, nous attendait. Mais un glissement se fit entendre. On eût dit que des panneaux se manœuvraient sur les flancs du Nautilus. C'est la fin de la fin. Ordre des hydroméduses. Soudain, le jour se fit de chaque côté du salon, à travers 2 ouvertures oblongues. Les masses liquides apparurent vivement éclairées par les effluences électriques. 2 plaques de cristal nous séparaient de la mer. Je frémis d'abord à la pensée que cette fragile paroi pouvait se briser, mais de fortes armatures de cuivre la maintenaient et lui donnaient une résistance presque infinie. La mer était distinctement visible dans un rayon d'1 mille autour du Nautilus. Quel spectacle! Quelle plume le pourrait décrire? Qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ces nappes transparentes et la douceur de ces dégradations successives jusqu'aux couchers inférieurs et supérieurs de l'océan? On connaît la diaphanéité de la mer. On sait que sa limpidité l'emporte sur celle de l'eau de roche. Les substances minérales et organiques qu'elle tient en suspension accroissent même sa transparence. Le Nautilus ne semblait pas bouger. C'est que les points de repère manquaient. Parfois, cependant, les lignes d'eau, divisées par son éperon, filaient devant nos regards avec une vitesse excessive. Émerveillés, nous étions accoudés devant ces vitrines, et nul de nous n'avait encore rompu ce silence de stupéfaction quand Conseil dit « Vous vouliez voir ami Ned ? Eh bien, vous voyez. Curieux. Curieux. Et l'on viendrait de plus loin pour admirer ce spectacle. Ah, je comprends la vie de cet homme. Il s'est fait un monde à part qui lui réserve ses plus étonnantes merveilles. Mais les poissons ? Je ne vois pas de poissons. Que vous importe, ami Ned, puisque vous ne les connaissez pas? Moi ? Un pêcheur ? Ami Ned, vous êtes un tueur de poissons, un très habile pêcheur. Vous avez pris un grand nombre de ces intéressants animaux, mais je gagerais que vous ne savez pas comment on les classe. Si. On les classe en poissons qui se mangent et en poissons qui ne se mangent pas. Voilà une distinction de gourmand. Mais dites-moi si vous connaissez la différence qui existe entre les poissons osseux et les poissons cartilagineux. Peut-être bien, Conseil. Et la subdivision de ces 2 grandes classes ? Je ne m'en doute pas. Eh bien, ami Ned, écoutez et retenez. Les poissons osseux se subdivisent en 6 ordres. Primo, les acanthoptérygiens, dont la mâchoire supérieure est complète, mobile, et dont les branchies affectent la forme d'un peigne. Cet ordre comprend 15 familles, c'est-à-dire les 3/4 des poissons connus. Type, la perche commune. Ah, c'est bon à manger. Secondo, les abdominaux, qui ont les nageoires ventrales suspendues sous l'abdomen et en arrière des pectorales, sans être attachés aux os de l'épaule.
ordre qui se divise en 5 familles et qui comprend la plus grande partie des poissons d'eau douce. Type, la carpe, le brochet. Des poissons d'eau douce. Tertio, les subbrachiens, dont les ventrales sont attachées sous les pectorales et immédiatement suspendues aux os de l'épaule. Cet ordre contient 4 familles. Type, limande, turbo, barbu, sol, etc. Excellent, excellent. Quarto, les apodes, au corps allongé, dépourvu de nageoires ventrales et revêtu d'une peau épaisse et souvent gluante. Ordre qui ne comprend qu'une famille. Type, l'anguille, le gymnote. Médiocre, médiocre. Quinto, les lophobranches, qui ont les mâchoires complètes et libres, mais dont les branchies sont formées de petites houppes disposées par paires le long des arcs branchiaux. Cet ordre ne compte qu'une famille. Type, les hippocampes, les pégases dragons. Mauvais. Mauvais. Sexto enfin, les plectognates, dont l'os maxillaire est attaché fixement sur le côté de l'intermaxillaire qui forme la mâchoire et dont l'arcade palatine s'engraine par suture avec le crâne, ce qui la rend immobile. Ordre qui manque de vraies ventrales et qui se compose de 2 familles, type les tétrodons, les poissons-lunes. Bon à déshonorer une chaudière. Avez-vous compris, ami Ned ? Pas le moins du monde, ami Conseil. Mais allez toujours que vous êtes très intéressant. Quant aux poissons cartilagineux, ils ne comprennent que 3 ordres. Tant mieux. Primo, les cyclostomes, dont les mâchoires sont soudées en un anneau mobile et dont les branchies s'ouvrent par des trous nombreux. Ordre ne comprenant qu'une seule famille, type la lamproie. Vous l'aimez. Secondo, les sélaciens, avec branchies semblables à celles des cyclostomes, mais dont la mâchoire inférieure est mobile. Cet ordre, qui est le plus important de la classe, comprend 2 familles, type la raie et les squales. Quoi? Des raies et des requins dans le même ordre? Eh bien, ami Conseil, dans l'intérêt des raies, je ne vous conseille pas de les mettre ensemble dans le même bocal. Tertio, les sturioniens, dont les branchies sont ouvertes, comme à l'ordinaire, par une seule fente garnie d'un opercule, ordre qui comprend 4 genres, type les sturgeons. Ami Conseil, vous avez gardé le meilleur pour la fin, à mon avis du moins. Et c'est tout? Oui, mon brave Ned. Et remarquez que quand on sait cela, on ne sait rien encore, car les familles se subdivisent en genres, en sous-genres, en espèces, en variétés. Eh bien, ami Conseil, voici des variétés qui passent. Oui, des poissons. On se croirait devant un aquarium. Non, car l'aquarium n'est qu'une cage, et ces poissons-là sont libres comme l'oiseau dans l'air. Eh bien, ami Conseil, nommez-les donc, nommez-les donc. Moi ? Je n'en suis pas capable. Cela regarde mon maître. Et en effet, le digne garçon, classificateur enragé, n'était point un naturaliste, et je ne sais pas s'il aurait distingué un thon d'une bonite. En un mot, le contraire du Canadien, qui nommait tous ses poissons sans hésiter. Un baliste. Et un baliste chinois. Genre des balistes, famille des sclérodermes, ordre des plectognates. Notre admiration se maintenait toujours au plus haut point. Nos interjections ne tarissaient pas. Ned nommait les poissons, Conseil les classait. Moi, je m'extasiais devant la vivacité de leurs allures et la beauté de leurs formes. Jamais il ne m'avait été donné de surprendre ces animaux vivants et libres dans leur élément naturel. Subitement, le jour se fit dans le salon. Les panneaux de tôle se refermèrent, l'enchanteresse vision disparut. Mais longtemps je rêvais encore, jusqu'au moment où mes regards se fixèrent sur les instruments suspendus aux parois. La boussole montrait toujours la direction au nord-nord-est. Le manomètre indiquait une pression de 5 atmosphères, correspondant à une profondeur de 50 mètres, et le loch électrique donnait une marche de 15 000 à l'heure. J'attendais le capitaine Nemo, mais il ne parut pas. L'horloge marquait 5 heures. Je passai la soirée à lire, à écrire, à penser. Puis, le sommeil me gagnant, je m'étendis sur ma couche de zoster et je m'endormis profondément pendant que le Nautilus se glissait à travers le rapide courant du fleuve noir. Chapitre 15.
une invitation par lettre. Le lendemain, 9 novembre, je ne me réveillai qu'après un long sommeil de 12 heures. Conseil vint, suivant son habitude, savoir comment monsieur avait passé la nuit et lui offrir ses services. Il avait laissé son ami le Canadien dormant comme un homme qui n'aurait fait que cela toute sa vie. Je laissai le brave garçon babiller à sa fantaisie, sans trop lui répondre. J'étais préoccupé de l'absence du capitaine Nemo pendant notre séance de la veille, et j'espérais le revoir aujourd'hui. Bientôt j'eus revêtu mes vêtements de byssus. Leur nature provoqua plus d'une fois les réflexions de Conseil. Je lui appris qu'ils étaient fabriqués avec les filaments lustrés et soyeux qui rattachent aux rochers les jambonneaux, sorte de coquilles très abondantes sur les rivages de la Méditerranée. Autrefois, on en faisait de belles étoffes, des bas, des gants, car ils étaient à la fois très moelleux et très chauds. L'équipage du Nautilus pouvait donc se vêtir à bon compte, sans rien demander ni aux cotonniers, ni aux moutons, ni aux vers à soie de la terre. Lorsque je fus habillé, je me rendis au grand salon. Il était désert. La journée entière se passa sans que je fusse honoré de la visite du capitaine Nemo. Les panneaux du salon ne s'ouvrirent pas. Peut-être ne voulait-on pas nous blaser sur ces belles choses. La direction du Nautilus se maintint à l'est-nord-est, sa vitesse à 12 000, sa profondeur entre 50 et 60 mètres. Le lendemain, 10 novembre, même abandon, même solitude. Je ne vis personne de l'équipage. Ned et Conseil passèrent la plus grande partie de la journée avec moi. Ils s'étonnèrent de l'inexplicable absence du capitaine. Cet homme singulier était-il malade ? Voulait-il modifier ses projets à notre égard ? Après tout, suivant la remarque de Conseil, nous jouissions d'une entière liberté, nous étions délicatement et abondamment nourris. Notre hôte se tenait dans les termes de son traité. Nous ne pouvions nous plaindre, et d'ailleurs, la singularité même de notre destinée nous réservait de si belles compensations que nous n'avions pas encore le droit de l'accuser. Ce jour-là, je commençai le journal de ces aventures, ce qui m'a permis de les raconter avec la plus scrupuleuse exactitude, et, détail curieux, je l'écrivis sur un papier fabriqué avec la zoster marine. Le 11 novembre, de grand matin, l'air frais répandu à l'intérieur du Nautilus m'apprit que nous étions revenus à la surface de l'océan afin de renouveler les provisions d'oxygène. Je me dirigeais vers l'escalier central et je montais sur la plateforme. Il était 6 heures. Je trouvais le temps couvert, la mer grise, mais calme. À peine de houle. Le capitaine Nemo, que j'espérais rencontrer là, viendrait-il ? Je n'aperçus que le timonier, emprisonné dans sa cage de verre. Assis sur la saillie produite par la coque du canot, j'aspirais avec délice les émanations salines. Peu à peu, la brume se dissipa sous l'action des rayons solaires. L'astre radieux débordait de l'horizon oriental. La mer s'enflamma sous son regard comme une traînée de poudre. Les nuages, éparpillés dans les hauteurs, se colorèrent de tons vifs admirablement nuancés, et de nombreuses langues de chat annoncèrent du vent pour toute la journée. Mais que faisait le vent à ce Nautilus que les tempêtes ne pouvaient effrayer ? J'admirais donc ce joyeux lever de soleil, si gai, si vivifiant, lorsque j'entendis quelqu'un monter vers la plateforme. Je me préparais à saluer le capitaine Nemo, mais ce fut son second, que j'avais déjà vu pendant la première visite du capitaine, qui apparut. Il s'avança sur la plateforme et ne sembla pas s'apercevoir de ma présence. Sa puissante lunette aux yeux, il scruta tous les points de l'horizon avec une attention extrême. Puis, cet examen fait, il s'approcha du panneau et prononça une phrase dont voici exactement les termes. Je l'ai retenue, car chaque matin, elle se reproduisit dans des conditions identiques. Elle était ainsi conçue: Nontron, Respoc, Lorgny, Virch. Ce qu'elle signifiait, je ne saurais le dire.
Ces mots prononcés, le second redescendit. Je pensais que le Nautilus allait reprendre sa navigation sous-marine. Je regagnai donc le panneau et par les coursives, je revins à ma chambre. 5 jours s'écoulèrent ainsi sans que la situation se modifiât. Chaque matin, je montais sur la plateforme. La même phrase était prononcée par le même individu. Le capitaine Nemo ne paraissait pas. J'avais pris mon parti de ne plus le voir quand, le 16 novembre, rentré dans ma chambre avec Ned et Conseil, je trouvai sur la table un billet à mon adresse. Je l'ouvris d'une main impatiente. Il était écrit d'une écriture franche et nette, mais un peu gothique, et qui rappelait les types allemands. Ce billet était libellé en ces termes. Monsieur le professeur Aronnax, à bord du Nautilus, 16 novembre 1867. Le capitaine Nemo invite monsieur le professeur Aronnax à une partie de chasse qui aura lieu demain matin dans ces forêts de l'île Crespo. Il espère que rien n'empêchera monsieur le professeur d'y assister et il verra avec plaisir que ses compagnons se joignent à lui. Le commandant du Nautilus, capitaine Nemo. Une chasse. Et dans ces forêts de l'île Crespo? Mais il va donc à terre, ce particulier-là. Cela me paraît clairement indiqué. Eh bien, il faut accepter. Une fois sur la terre ferme, nous aviserons à prendre un parti. D'ailleurs, je ne serais pas fâché de manger quelques morceaux de venaison fraîche. Sans chercher à concilier ce qu'il y avait de contradictoire entre l'horreur manifeste du capitaine Nemo pour les continents et les îles et son invitation de chasser en forêt, je me contentais de répondre. Voyons d'abord ce que c'est que l'île Crespo. Je consultai le planisphère. Nous étions donc à 1800 milles environ de notre point de départ et la direction un peu modifiée du Nautilus le ramenait vers le sud-est. Je montrai à mes compagnons ce petit roc perdu au milieu du Pacifique Nord. Si le capitaine Nemo va quelquefois à terre, il choisit du moins des îles absolument désertes. Ned Land hocha la tête sans répondre, puis Conseil et lui me quittèrent. Après un souper qui me fut servi par le steward muet et impassible, je m'endormis, non sans quelques préoccupations. Le lendemain, 17 novembre, à mon réveil, je sentis que le Nautilus était absolument immobile. Je m'habillai lestement et j'entrai dans le grand salon. Le capitaine Nemo était là, il m'attendait, se leva, salua et me demanda s'il me convenait de l'accompagner. Comme il ne fit aucune allusion à son absence pendant ces 8 jours, je m'abstins de lui en parler et je répondis simplement que mes compagnons et moi nous étions prêts à le suivre. Seulement, monsieur, je me permettrai de vous adresser une question. Adressé, monsieur Aronnax, et si je puis y répondre, j'y répondrai. Eh bien, capitaine, comment se fait-il que vous, qui avez rompu toute relation avec la Terre, vous possédiez des forêts dans l'île Crespo? Monsieur le professeur, les forêts que je possède ne demandent au soleil ni sa lumière ni sa chaleur. Ni les lions, ni les tigres, ni les panthères, ni aucun quadrupède ne les fréquente. Elles ne sont connues que de moi seul. Elles ne poussent que pour moi seul. Ce ne sont point des forêts terrestres, mais bien des forêts sous-marines. Des forêts sous-marines? Oui, monsieur le professeur. Et vous m'offrez de m'y conduire? Précisément. À pied? Et même à pied sec. En chassant? En chassant. Le fusil à la main? Le fusil à la main. Je regardais le commandant du Nautilus d'un air qui n'avait rien de flatteur pour sa personne. Décidément, il a le cerveau malade, pensais-je. Il a eu un accès qui a duré 8 jours et même qui dure encore. C'est dommage. Je l'aimais mieux étrange que fou. Cette pensée se lisait clairement sur mon visage, mais le capitaine Nemo se contenta de m'inviter à le suivre, et je le suivis en homme résigné à tout. Nous arrivâmes dans la salle à manger, où le déjeuner se trouvait servi. Monsieur Aronnax, je vous prierai de partager mon déjeuner sans façon. Nous causerons en mangeant. Mais si je vous ai promis une promenade en forêt, je ne me suis point engagé à vous y faire rencontrer un restaurant. Déjeunez donc en homme qui ne dînera probablement que fort tard. Je fis honneur au repas. Il se composait de divers poissons. La boisson se composait d'eau limpide à laquelle, à l'exemple du capitaine,
J'ajoutais quelques gouttes d'une liqueur fermentée, extraite suivant la mode kamtchatkienne, de l'algue connue sous le nom de Rhodomenie palmée. Le capitaine Nemo mangea, d'abord sans prononcer une seule parole. Puis il me dit « Monsieur le professeur, quand je vous ai proposé de venir chasser dans mes forêts de Crespo, vous m'avez cru en contradiction avec moi-même. Quand je vous ai appris qu'il s'agissait de forêts sous-marines, vous m'avez cru fou. Monsieur le professeur, il ne faut jamais juger les hommes à la légère. » Mais capitaine, croyez que... Veuillez m'écouter, mais vous verrez si vous devez m'accuser de folie ou de contradiction. Je vous écoute. Monsieur le professeur, vous le savez aussi bien que moi. L'homme peut vivre sous l'eau à la condition d'emporter avec lui sa provision d'air respirable. Dans les travaux sous-marins, l'ouvrier revêtu d'un vêtement imperméable et la tête emprisonnée dans une capsule de métal reçoit l'air de l'extérieur au moyen de pompes foulantes et de régulateurs d'écoulement. C'est l'appareil des scaphandres. En effet. Mais dans ces conditions, l'homme n'est pas libre. Il est rattaché à la pompe qui lui envoie l'air par un tuyau de caoutchouc, véritable chaîne qui le rive à la terre. Et si nous devions être ainsi retenus au Nautilus, nous ne pourrions aller loin. Et le moyen d'être libre ? Moi, qui affronte des pressions considérables au fond des mers, j'ai dû enfermer ma tête, comme celle des scaphandres, dans une sphère de cuivre. Et c'est à cette sphère qu'aboutissent les 2 tuyaux inspirateurs et expirateurs. Parfaitement, capitaine Nemo, mais l'air que vous emportez doit s'user vite. Et dès qu'il ne contient plus que 15% d'oxygène, il devient irrespirable. Sans doute. Mais je vous l'ai dit, monsieur Aronnax, les pompes du Nautilus me permettent de l'emmagasiner sous une pression considérable. Et dans ces conditions, le réservoir de l'appareil peut fournir de l'air respirable pendant 9 ou 10 heures. Le capitaine Nemo me conduisit vers l'arrière du Nautilus et, en passant devant la cabine de Ned et de Conseil, j'appelai mes 2 compagnons qui nous suivirent aussitôt. Puis, nous arrivâmes à une cellule située en abord près de la chambre des machines et dans laquelle nous devions revêtir nos vêtements de promenade. Chapitre 16. Promenade en plaine. Cette cellule était, à proprement parler, l'arsenal et le vestiaire du Nautilus. Une douzaine d'appareils de scaphandres, suspendus à la paroi, attendaient les promeneurs. Ned Land, en les voyant, manifesta une répugnance évidente à s'en revêtir. Mais mon brave Ned, les forêts de l'île de Crespo ne sont que des forêts sous-marines. Bon, et vous, monsieur Aronnax? Vous allez vous introduire dans ces habits-là? Il le faut bien, maître Ned. Libre à vous, monsieur. Mais quant à moi, à moins qu'on ne m'y force, je n'entrerai jamais là-dedans. On ne vous forcera pas, maître Ned. Et Conseil va se risquer? Je suis monsieur, partout où va monsieur. Sur un appel du capitaine, 2 hommes de l'équipage vinrent nous aider à revêtir ces lourds vêtements imperméables, faits en caoutchouc sans couture et préparés de manière à supporter des pressions considérables. On eût dit une armure à la fois souple et résistante. Ces vêtements formaient pantalon et veste. Le pantalon se terminait par d'épaisses chaussures garnies de lourdes semelles de plomb. Le tissu de la veste était maintenu par des lamelles de cuivre qui cuirassaient la poitrine, la défendaient contre la poussée des os et laissaient les poumons fonctionner librement. Ces manches finissaient en forme de gants assouplis qui ne contrariaient aucunement les mouvements de la main. Il y avait loin, on le voit, de ces scaphandres perfectionnés aux vêtements informes, tels que les cuirasses de liège, les soubresvestes, les habits de mer, les coffres, etc., qui furent inventés et prônés dans le XVIIIe siècle. Le capitaine Nemo, un de ses compagnons, sorte d'Hercule qui devait être d'une force prodigieuse, Conseil et moi nous eûmes bientôt revêtus ces habits de scaphandre. Il ne s'agissait plus que d'emboîter notre tête dans sa sphère métallique.
Mais avant de procéder à cette opération, je demandai au capitaine la permission d'examiner les fusils qui nous étaient destinés. L'un des hommes du Nautilus me présenta un fusil simple, dont la crosse, faite en tôle d'acier et creuse à l'intérieur, était d'assez grande dimension. Elle servait de réservoir à air comprimé. Une soupape, manœuvrée par une gâchette, laissait échapper dans le tube de métal. Une boîte à projectiles, évidée dans l'épaisseur de la crosse, renfermait une vingtaine de balles électriques qui, au moyen d'un ressort, se plaçaient automatiquement dans le canon du fusil. Dès qu'un coup était tiré, l'autre était prêt à partir. Capitaine Nemo, cette arme est parfaite et d'un maniement facile. Je ne demande plus qu'à l'essayer. Mais comment allons-nous gagner le fond de la mer ? En ce moment, monsieur le professeur, le Nautilus est échoué par 10 mètres d'eau et nous n'avons plus qu'à partir. Mais comment sortirons-nous ? Vous allez voir. Le capitaine Nemo introduisit sa tête dans la calotte sphérique. Conseil et moi, nous en fîmes autant, non sans avoir entendu le Canadien nous lancer un « bonne chasse » ironique. Le haut de notre vêtement était terminé par un collet de cuivre taraudé sur lequel se vissait ce casque de métal. 3 trous, protégés par des verres épais, permettaient de voir suivant toutes les directions, rien qu'en tournant la tête à l'intérieur de cette sphère. Dès qu'elle fut en place, les appareils rouquayrolles, placés sur notre dos, commencèrent à fonctionner et, pour mon compte, je respirais à l'aise. La lampe Ruhmkorff suspendue à ma ceinture, le fusil à la main, j'étais prêt à partir. Mais, pour être franc, emprisonné dans ces lourds vêtements et cloué au tillac par mes semelles de plomb, il m'eût été impossible de faire un pas. Mais ce cas était prévu, car je sentis que l'on me poussait dans une petite chambre contiguë au vestiaire. Mes compagnons, également remorqués, me suivaient. J'entendis une porte, munie d'obturateurs, se refermer sur nous et une profonde obscurité nous enveloppa. Après quelques minutes, un vif sifflement parvint à mon oreille. Je sentis une certaine impression de froid monter de mes pieds à ma poitrine. Évidemment, de l'intérieur du bateau, on avait, par un robinet, donné entrée à l'eau extérieure qui nous envahissait et dont cette chambre fut bientôt remplie. Une seconde porte, percée dans le flanc du Nautilus, s'ouvrit alors. Un demi-jour nous éclaira. Un instant après, nos pieds foulaient le fond de la mer. Et maintenant, comment pourrais-je retracer les impressions que m'a laissées cette promenade sous les eaux ? Les mots sont impuissants à raconter de telles merveilles. Quand le pinceau lui-même est inhabile à rendre les effets particuliers à l'élément liquide, comment la plume saurait-elle les reproduire ? Le capitaine Nemo marchait en avant et son compagnon nous suivait à quelques pas en arrière. Conseil et moi, nous restions l'un près de l'autre, comme si un échange de paroles eût été possible à travers nos carapaces métalliques. Je ne sentais déjà plus la lourdeur de mes vêtements, de mes chaussures, de mon réservoir d'air, ni le poids de cette épaisse sphère au milieu de laquelle ma tête ballottait comme une amande dans un coquille. Tous ces objets, plongés dans l'eau, perdaient une partie de leur poids égale à celui du liquide déplacé. Et je me trouvais très bien de cette loi physique reconnue par Archimède. Je n'étais plus une masse inerte et j'avais une liberté de mouvement relativement grande. La lumière, qui éclairait le sol jusqu'à 30 pieds au-dessous de la surface de l'océan, m'étonna par sa puissance. Les rayons solaires traversaient aisément cette masse aqueuse et en dissipaient la coloration. Je distinguais nettement les objets à une distance de 100 mètres. Au-delà, les fonds se nuançaient des fines dégradations de l'outre-mer, puis ils bleuissaient dans les lointains et s'effaçaient au milieu d'une vague obscurité. Véritablement, cette eau qui m'entourait n'était qu'une sorte d'air, plus dense que l'atmosphère terrestre, mais presque aussi diaphane. Au-dessus de moi, j'apercevais la calme surface de la mer. Nous marchions sur un sable fin, uni, non ridé comme celui des plages, qui conserve l'empreinte de la houle. Ce tapis éblouissant, véritable réflecteur, repoussait les rayons du soleil avec une surprenante intensité. De là,
cette immense réverbération qui pénétrait toutes les molécules liquides. Serais-je cru si je l'affirme qu'à cette profondeur de 30 pieds, j'y voyais comme en plein jour? Il était alors 10 heures du matin. Les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle assez oblique et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme, fleurs, rochers, plantules, coquillages, polypes se nuançaient sur leurs bords des 7 couleurs du spectre solaire. C'était une merveille, une fête des yeux que cet enchevêtrement de tons colorés, une véritable kaléidoscopie de vert, de jaune, d'orange, de violet, d'indigo, de bleu, en un mot, toute la palette d'un coloriste enragé. Que ne pouvais-je communiquer à Conseil les vives sensations qui me montaient au cerveau et rivaliser avec lui d'interjections admiratives? Que ne savais-je, comme le capitaine Nemo et son compagnon, échanger mes pensées au moyen de signes convenus? Aussi, faute de mieux, je me parlais à moi-même, je criais dans la boîte de cuivre qui coiffait ma tête, dépensant peut-être en vaines paroles plus d'air qu'il ne convenait. Toutes ces merveilles, je les entrevis dans l'espace d'un quart de mille, m'arrêtant à peine et suivant le capitaine Nemo, qui me rappelait d'un geste. Bientôt, la nature du sol se modifia. À la plaine de sable succéda une couche de vase visqueuse que les Américains nomment oase, uniquement composée de coquilles siliceuses ou calcaires. Puis nous parcourûmes une prairie d'algues, plantes pélagiennes que les eaux n'avaient pas encore arrachées et dont la végétation était fougueuse. Ces algues sont véritablement un prodige de la création, une des merveilles de la flore universelle. Cette famille produit à la fois les plus petits et les plus grands végétaux du globe, car de même qu'on a compté 40 000 de ces imperceptibles plantules dans un espace de 5 mm², de même, on a recueilli des fucus dont la longueur dépassait 500 mètres. En ce moment, le capitaine Nemo s'arrêta. Il attendit que je l'eusse rejoint, et du doigt, il me montra quelques masses obscures qui s'accusaient dans l'ombre à une petite distance. « C'est la forêt de l'île Crespo », pensai-je, et je ne me trompais pas.